Bruno Maisonnier, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans les locaux d'Aldébaran Robotics à Paris, dans le 14e arrondissement. Et alors, rappelons qu'Aldébaran est un des champions français, voire mondiaux, de la robotique humanoïde. Alors, pour débuter ce portrait d'entrepreneur, est-ce qu'on peut revenir sur votre jeunesse? Je crois que vous avez grandi du côté de Lyon. Oui, c'est une famille de Lyonnais. La moitié lyonnais, moi la moitié Bourgogne. Et puis j'ai passé quelques temps après à l'étranger, aux Pays-Bas. Mon père était expatrié là-bas. Alors vous étiez plutôt un jeune passionné de technologie. Quel a été votre premier contact avec cet univers de la robotique? J'étais plutôt un jeune qui était complètement largué et complètement en échec scolaire et à côté de la plaque, qui glandouillait dans des gares et qui un jour est tombé sur un bouquin de science-fiction. Ah oui, lequel? Qui m'a donné envie, Il était une fois dans l'espace, ça s'appelait, qui m'a donné envie de foncer sur tout ce qui est électronique, gadgets électroniques, etc. Donc c'était un vrai déclic dans votre vie? Oui, puisqu'après j'ai tanné mes parents pour qu'ils m'abonnent à des cours par correspondance d'électronique et que grâce à ça, ça m'a remis dans le circuit, ça m'a remis dans... et puis qu'après j'ai eu une éducation correcte. Bah oui, parce que je crois que vous aviez un peu bidouillé, j'imagine, pendant votre adolescence, et ça vous a amené d'ailleurs sur les bancs d'une prestigieuse école, l'école Polytechnique, en 78, puis Télécom en 83, donc de grandes études d'ingénieur. Et avec à l'esprit, déjà à l'époque, de faire de la robotique, puisqu'à l'époque, c'était le moment des premiers micro-ordinateurs. Donc, comme beaucoup, j'avais bricolé mon premier micro-ordinateur, il n'y avait même pas d'écran, rien du tout. Puis après, j'avais acheté les premiers Atari, Amiga, les PET de Commodore. Et j'ai vu l'engouement de tout un tas de gens pour acheter des produits qui étaient vachement chers, qui servaient absolument à rien, mais qui étaient des défis intellectuels, des jeux scientifiques, et puis on savait tous que ça allait révolutionner la société, et on savait tous qu'on allait participer à ça. Qu'un jour, l'investissement qu'on faisait juste pour le fun allait nous servir dans notre vraie vie professionnelle. Et à cette époque-là, je me suis dit, il se passera un jour la même chose avec la robotique. Et donc depuis que j'ai 20, 25 ans, je me dis qu'un jour, quand ça sera le bon moment, j'aurai une boîte de robotique, j'aurai mon entreprise, je ferai de la robotique. Alors, c'était pas le bon moment, parce que au début des années 80, vous faites votre entrée dans une grande société de services informatiques. Ouais. Et puis ensuite, je crois en 86, vous entrez même dans une grande banque. Ouais, vous êtes bien renseigné. Donc vous avez reporté la création de cette boîte pendant longtemps. En attendant, je m'étais fixé comme objectif d'avoir un peu toutes les cordes à mon arc. C'est-à-dire que quand ça serait le bon moment, je voulais avoir fait de l'informatique, de la finance, du commercial, de la DRH, de la direction de boîte. C'est justement ce que vous avez fait au sein du Crédit Agricole pendant les années 80 et 90. Exactement. Mais au début des années 2000, en 2003, à nouveau un déclic, vous dites là, ça y est, c'est le moment. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer à ce moment-là? Ouais, c'est un mélange entre, et puis je vais vous dire très, très sincèrement, c'est un mélange entre deux choses. D'abord, j'étais prêt parce que je m'étais prouvé à moi que j'étais capable de diriger les boîtes sans faire trop de conneries. J'avais mis un peu d'argent de côté. Vous aviez dirigé les filiales du Crédit Agricole. Agricole. J'ai dirigé dans différents pays. Au Brésil et en Pologne, c'est ça? Brésil et Pologne. Mais j'avais fait ça à ma façon, bien entendu dans le cadre de la politique du groupe, mais à ma façon, et ça avait marché. Voilà, donc à mes yeux, je me suis dit, bon, si je risque mon fric en investissant dans la boîte, au moins je devrais pouvoir faire quelque chose. Voilà, donc c'est vachement important. Le deuxième sujet, c'est que la techno était là, grâce aux téléphones portables, aux ordinateurs portables. Quel est le rapport entre le téléphone portable et la robotique? C'est la démocratisation des composants? Oui, c'est ça. On trouve des microprocesseurs, de la puissance de calcul pour pas cher, on trouve des caméras pour pas cher, des batteries pour pas cher. Parce qu'en fait, toutes ces technologies existaient depuis longtemps, mais elles coûtaient à chaque fois plusieurs milliers d'euros pour chacun des composants. La vraie rupture, c'était que ces composants étaient désormais à la portée de toutes les bourses. C'est exactement ça. Et le fait qu'elles deviennent pas chères, ça permettait de construire des robots à un prix accessible, mais en même temps, ça permettait à tout un tas de gens d'en avoir. Les webcams, tout le monde en a, et donc, il y a des centaines de milliers de personnes qui s'amusent à faire du traitement de l'image chez eux par passion. Qui bidouillent. Qui bidouillent, mais qui font du traitement de l'image. Et donc, ça donne des gens qui, après, peuvent être intéressés pour venir faire ça dans une boîte de robotique. Donc, il y avait ce côté-là qui était vachement important. Mais je le rajoute, il y a quand même un troisième élément qui est arrivé sur le marché de la robotique qui commençait à émerger. Il y a un troisième élément qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des fusions, des regroupements au sein du groupe Crédit Agricole où je travaillais, et que ça a donné des opportunités. Et c'est vachement important. C'est vachement important par rapport à l'aspect entrepreneur, parce que on peut avoir pendant 20 ans, 30 ans envie de créer une boîte et jamais passer à l'acte. C'est difficile ce passage à l'acte parce qu'on est là, on sait ce qu'on a. Je dirigeais une banque, ça se passait bien, j'étais plutôt bien en vue, j'avais des bonnes responsabilités, des bonnes rémunérations, et de me dire je laisse tomber tout ça pour partir dans une aventure un peu aléatoire et risquée. Et un rêve d'adolescent, ça pouvait. Voilà, donc ça pouvait inquiéter votre famille. Il y a un moment où il faut le faire, mais je veux dire pour tous les entrepreneurs, parce que il faut savoir, il y a un moment, il y a quand même besoin d'un petit déclic pour y aller. Mais bon sang, on le regrette pas, quoi. Il faut y aller si on a envie. Pour vous, c'est qui le robot le plus sympa des 50 dernières années dans la science-fiction? Pour moi, c'est R2D2 et Wall-E.
Ils sont un peu magiques, ces deux-là. Et Nono, le petit robot, non? Ben non, j'ai pas connu, c'était pas de ma génération, je l'ai jamais connu, lui. D'accord. Il n'y a pas de parallèle à faire entre Nono et Nao, en tout cas. Faut croire que non. Du coup, non, absolument pas. Et le robot le plus méchant, le plus effrayant? Klaatu, dans... c'est pas la guerre des mondes, c'est... je me souviens plus du titre du film et du bouquin, mais il vient de ressortir il n'y a pas très longtemps. Terminator, c'est une vision... Non, pour moi, c'est plus froid qu'autre chose. J'aime bien Terminator, parce que finalement, il est sympa. On a l'impression qu'il a une tête de méchant. Enfin, il a une tête de méchant, mais c'est un robot sympa qui est là pour aider quelqu'un d'autre. Non, j'aime bien. D'accord. Alors, donc le déclic a lieu en 2003. Vous créez la société Aldébaran Robotics en 2005. Aldébaran, c'est une étoile? Aldébaran, c'est le nom d'une étoile, exactement. C'est une super géante rouge. Alors, on peut dire que c'est un nouveau territoire à conquérir. On peut dire, mais c'est un mélange entre les étoiles. C'est un mélange entre du futurisme, du rêve, tout ça, quoi. Alors, la société donc a déjà plus de 5 ans. Est-ce qu'on peut rappeler les grandes étapes là, de ces dernières années? Vous allez vite, vous. On n'a pas plus de 5 ans, on est en 2009, on a 3 ans et demi, on a 3 ans et demi. 3 ans et demi, effectivement. On a 3 ans et demi. La création, oui, c'est ça, la société est créée en Création 2005. Juillet, pendant les 6 premiers mois, j'étais tout seul dans l'entreprise. Premier salarié qui arrive en novembre. Donc c'était un élément important de recruter le premier salarié. Décembre 2006, le premier robot existe. Donc on a mis 1 an et demi pour avoir le premier robot sérieux. Donc bon, c'est à la fois court et puis à la fois. Et juillet 2007, on est sélectionné comme robot officiel pour la RoboCup. RoboCup, c'est un. Je crois que c'est très important en fait. C'est une reconnaissance un peu de vos pairs. C'est majeur. On a une reconnaissance par le comité de sélection, c'est-à-dire les universités Carnegie Mellon, Georgia Tech, Munich, Osaka, que des grands noms, qui ont sélectionné à cette occasion le successeur de l'Aibo de Sony. Ils cherchaient qui allait prendre la suite de Sony. Qui avait son robot, son Aibo comme robot officiel. Et donc c'est une PME française qui a voilà. dépassé les grands noms américains ou japonais. Oui, parce qu'on avait des concurrents américains, coréens, japonais, allemands. Voilà, on avait un certain nombre de concurrents et c'est nous qui avons été sélectionnés. Donc pour nous, ça a été une étape majeure. Ça nous a donné de la crédibilité. On s'est mis à avoir des commandes. On était en train d'essayer de lever des fonds. Bon, on a trouvé des investisseurs qui ont décidé de parier sur nous. Voilà, donc ça nous a vraiment boosté. Donc ça, c'était mi-2007, et puis la dernière étape vachement importante, c'est mars 2008, où on a pu livrer notre premier robot. Ouais, et donc ça fait 1 an, donc et ça se passe pas mal, parce que je crois que vous êtes devenu de fait le leader... Ça fait 1 an. Ça fait à peine 1 an. Oui, on est en mars. On a déjà livré 250 et dans de fait, 22 pays. Ça fait de vous le leader des robots humanoïdes au monde. Exactement. Et en dehors du marché des jouets, où il existe un certain nombre de robots jouets, mais sur le marché des robots un peu plus sophistiqués, on est maintenant le leader mondial. C'est nous qui en avons fabriqué le plus et vendu le plus. Alors qu'est-ce qu'on peut dire justement de Nao? C'est quoi votre ambition avec ce petit robot et où est-ce que vous voulez aller? Nao aujourd'hui, c'est je peux le décrire en disant c'est une plateforme de recherche, de développement, d'expérimentation, mais je peux le décrire aussi en se projetant un tout petit peu dans le futur. D'ici 10 à 15 ans, on aura des robots partout dans notre société. Des robots d'assistance personnelle, des robots ludiques, des robots de surveillance. On aura des robots partout dans notre société. Vous pensez que c'est une industrie qui a autant de potentiel que celle de l'automobile au début du XXe siècle? Oui. C'est une industrie majeure. Il y a des prévisions de l'ONU qui vont même au-delà de ça. C'est-à-dire que ça sera au XXIe siècle probablement plus important que ce qu'a été l'automobile au XXe siècle. Donc on est sur quelque chose. Vous pensez qu'ils vont nous assister dans tous les éléments du quotidien? Et le jour, c'est pas vraiment ça, mais le jour où un robot est suffisamment sophistiqué, agréable, accepté par les personnes, pour que les personnes vivent avec lui positivement et qui permettent à une personne âgée de rester indépendante chez elle 2, 3 ou 5 années de plus par rapport à aller en maison de retraite ou aller en hôpital, eh on sera ravis de les avoir, ces robots. Voilà. Et c'est ça qui sera le vrai déclencheur. Un jour, moi, je vais basculer dans la phase de dépendance, comme tout le monde, comme vous, comme tout le monde. Ce jour-là, parce que j'aurai un robot qui m'aidera et qui m'accompagnera, je pourrai rester indépendant à la maison 5 ans ou 10 ans. Et même avant ça, ça sera un vrai assistant pour le quotidien qui pourra nous aider dans des tâches domestiques. Voilà. Mais par contre, pour arriver à faire ça, il y a encore énormément de choses à faire. Et donc Nao est encore une étape de recherche. C'est exactement ça. Nao, c'est le premier robot qui est suffisamment sophistiqué pour permettre d'aller vers l'autre et qui en même temps sera vendu en milliers d'exemplaires, ce qui fait que beaucoup de gens vont nous aider à développer tout ça. C'est un peu comme les ordinateurs du début des années 80 sur lesquels vous bidouillez c'est un peu ça, avant l'explosion de la bureautique. Voilà. Ouais. Voilà. Quand c'est on une a étape été intermédiaire. Des centaines de milliers de personnes à acheter des ordinateurs absolument chers et qui servaient à rien, mais qui nous ont aidés à faire émerger toute la partie informatique. Il va se passer la même chose avec la robotique. D'accord. Et d'ailleurs, je crois que Nao sera prochainement suivi d'un autre robot.
peut-être un peu plus grand, un peu plus costaud Ouais, dans quelques après, années. nous, on a dans nos tablettes et dans nos équipes de R&D de travailler sur un robot un peu plus grand qui fera 1m40 de haut. Le but, c'est que si on veut que le robot soit utile, acceptable, il faut qu'il puisse se déplacer dans un appartement, ouvrir des portes, monter des escaliers, prendre des objets sur une table. Donc Nao, qui est cette plateforme de recherche qui donne ce potentiel, fait 60 cm de haut, donc il n'est pas capable de prendre un objet sur une table. Donc on commence à travailler sur la version suivante, qui sera réellement un robot utilitaire et d'assistance personnelle. Votre attention, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous jouer la barre, une pièce de théâtre de Molière. Dans un instant, la barre de Molière. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Sans effet, je n'en puis plus, je meurs, je suis mort, je suis enterré. Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part, sans doute, au vol que l'on m'a fait. La barre de Molière. C'est surprenant d'avoir une PME française finalement en aussi bonne position sur ce type d'industrie, parce que on a l'impression qu'il y a d'autres boîtes françaises. Il y a Violet qui avec son petit Nabastag aussi pour faire avancer. On a une particularité en C'est France. surprenant et c'est pas surprenant. Le truc, c'est marrant, on vend des robots à des Japonais. Enfin, nous, on en est très fiers de ça. On vend des robots à des Japonais. Parce qu'on a l'impression que ça fait 50 ans qu'ils investissent dans cette industrie. Voilà. Qu'est-ce qui explique que ce soit Nao qui... Ma conviction à moi, c'est en moyenne, on est vraiment brillant en France sur tous ces domaines scientifiques, ces domaines qui sont à la fois à la confluence entre des aspects conceptuels poussés en intelligence artificielle, en software, en mécanique, en mécatronique. Enfin, il y a des sujets compliqués dans la robotique, scientifiquement compliqués. On est bon sur ces aspects-là. On est bon sur l'aspect software. On est bon sur l'aspect se débrouiller de façon pragmatique. Est-ce que tout ça fonctionne ensemble? On a une capacité à faire des produits qui soient beaux, qui soient purs, qui soient orientés client, qui soient orientés usage. Faire un robot qui est un système mécanique, métallique, conçu par des ingénieurs, et puis après on va voir ce qu'on en fait. Un certain nombre de gens savent faire. Mais si vous voulez un robot qui soit orienté usage, tourner vers les clients, les fonctionnalités, voilà, il y a un état d'esprit particulier. Et la France, c'est un très bon mix de tous ces états d'esprit. Donc moi, ma conviction... Et avec ces écoles d'ingénieurs et... Oui, c'est ça. D'accord. Des millions d'emplois qui seront créés dans la robotique dans les années qui viennent, la France devrait pouvoir être le leader. Vraiment, j'en suis absolument convaincu. Maintenant, c'est compliqué, il faut mettre du fric sur la table, il faut parier, il faut y aller, et ce qui compte après, c'est de trouver des individus. Alors, est-ce qu'il y a quand même pas un peu un paradoxe à avoir cet extraordinaire potentiel entre les mains et en même temps des pouvoirs publics qui préfèrent investir dans des industries un petit peu du passé, un climat un petit peu défiant vis-à-vis de l'innovation, on a toujours tendance un peu à diaboliser la technologie. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un paradoxe quand même entre ce potentiel et puis un climat général un peu négatif? Je suis désolé, je ne vais pas aller dans votre sens et je ne vais pas aboyer avec les loups. Je trouve le contraire chez les pouvoirs publics. En France, je trouve plus qu'on a tendance, l'ensemble des organismes publics, de droite, de gauche, locaux, etc., ont plutôt tendance à culpabiliser sur les difficultés de la France à créer des entreprises et à créer des entreprises d'une certaine taille, qui partent de petites et qui grandissent suffisamment vite, et donc tout le monde est prêt à aider. Donc nous, on a trouvé de l'écoute, on a trouvé des budgets, on a trouvé des subventions au niveau de la région Île-de-France, au niveau de la ville de Paris, au niveau de la direction générale des entreprises, on a trouvé des soutiens au niveau du gouvernement, vraiment, hein. Mais vous trouvez pas que la société... Je ne vais pas citer, je ne sais pas si c'est généralisable ou pas, mais quand Nathalie Kosciusko-Morizet a été nommée ministre, elle a appris ça un jeudi soir, on a tous appris un jeudi soir, elle le savait peut-être avant. Le mardi matin, on l'a rencontrée, elle avait notre robot entre les mains. Pour conclure ce portrait, quels conseils on pourrait donner à des étudiants, peut-être de Polytechnique ou de Télécom, et qui voudraient également se lancer dans une grande carrière dans la robotique ou dans les technologies? Dans les technologies, moi je dirais foncer. Ne pas attendre pratiquement 30 ans. Ne pas attendre, à la fois parce que, contrairement à ce qu'on croit, il y a énormément d'aide, de soutien, d'accompagnement, que ce soit au niveau des écoles, au niveau des pouvoirs publics, au niveau du gouvernement, à tout niveau, il y a énormément d'aide dès qu'on est dans l'innovation et des nouvelles technologies. Est-ce qu'on voudrait plus? Oui, ça serait vachement bien qu'il y ait plus. Et c'est vrai que quand le gouvernement japonais aide à hauteur de millions d'euros et qu'en France c'est à hauteur de dizaines ou centaines de milliers d'euros, ça fait pas pareil. N'empêche que si on se lance, il y a énormément d'aide. Et on a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose. Ça, c'est un truc, je trouve, des formations françaises. On sort et on a l'impression, mais
on n'est pas conquérant, on n'est pas sûr de soi, on a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose. On va attendre un petit peu qu'on ait tout ce qui nous manque pour être capable de se lancer. C'est ce que j'ai fait, donc je m'en rends bien compte. Et j'ai mis longtemps avant d'oser me déclencher. Quand on sort de ces écoles, quand on sort de sa formation, on se lance, il y a zéro risque. Au pire, on se casse la figure, au pire, ça marche pas, et alors, on se lance dans autre chose après. Il y a zéro risque, il y a des tas d'opportunités de trouver des aides, des subventions. Le seul conseil, c'est, il ne faut pas se poser de questions, il faut y aller. Très bien, Bruno Maisonnier, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi, mais c'est moi qui vous remercie.